Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je vais poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski intitulé Le Grand Échiquier avec un sous-titre L'Amérique et le reste du monde. Alors vous voyez que en parcourant cet ouvrage-là, on a une idée nette un peu, pour ne pas même dire beaucoup, des événements qui se déroulent présentement en Ukraine. Voilà. Les États-Unis ont toujours eu l'intention de dominer l'Eurasie. L'Eurasie, c'est l'Europe et l'Asie. Alors, Brzezinski écrit, Brzezinski, il a été conseiller du président Jimmy Carter des États-Unis. Alors, dans ce sous-chapitre intitulé Acteurs géostratégiques et pivots géopolitiques, il écrit les acteurs géopolitiques de premier plan sont les États dotés d'une capacité et d'une volonté nationale suffisante pour exercer leur puissance et leur influence au-delà de leurs frontières. De ce fait, ils sont en mesure de modifier les relations internationales au risque d'affecter les intérêts de l'Amérique. Tous possèdent à quelque degré le potentiel et/ou la prédisposition à adopter une attitude explosive en matière géopolitique. Pour des raisons diverses, grandeur nationale, satisfaction idéologique, messianisme religieux ou prétention économique, certains États cherchent à atteindre une position régionale dominante ou une influence mondiale. Bon. Oui, il y a des États qui expriment une volonté d'influence. Mais est-ce que influencer, c'est dominer? On peut influencer des gens qui sont d'accord pour cette influence-là. Voilà. Mais le fait de chercher à dominer, bon, c'est autre chose. Bon, il parle aussi de messianisme religieux. Bon, oui, ça, on peut le voir. Quand on voit des États qui financent certains groupes, tels que Al-Qaïda ou l'État islamique, bon, c'est cela. L'État, par exemple, du Vatican, c'est un tout petit État. Mais en implantant l'Église catholique un peu partout dans le monde, bon, cet État aussi se dote d'une certaine influence. Ça, c'est vrai, une certaine influence. Mais est-ce que c'est pour dominer d'autres États? Je ne le pense pas. Si les chevaux de motivation complexe qui les guident résistent à l'analyse, rien ne les résume mieux que la phrase de Robert Browning: l'homme doit vouloir plus qu'il ne peut tenir. Sinon, à quoi bon avoir conçu le paradis? Je répète, parce que vraiment, je ne comprends rien à cette phrase-là d'abord. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il parle de la phrase de Robert Browning qui dit « L'homme doit vouloir plus qu'il ne peut tenir. Sinon, à quoi bon avoir conçu le paradis ?» Mais ce n'est pas l'homme qui a conçu le paradis. Ce n'est pas l'homme qui a conçu le paradis. Maintenant, s'il veut plus, est-ce qu'il veut plus que le paradis? Ce n'est pas lui qui l'a conçu. Est-ce qu'il peut concevoir plus que le paradis? Vraiment, cette phrase de Robert Browning, bon, je ne sais pas ce que ça vient faire ici, mais on voit que Brzezinski la cite quand même. Ces États scrutent tous les aspects de la puissance américaine, estiment dans quelle mesure leurs intérêts sont compatibles avec ceux de ce partenaire avantagé et élaborent leurs propres objectifs en assumant, si nécessaire, la responsabilité d'une confrontation avec l'Amérique. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément une confrontation? C'est ça le problème des géopoliticiens que je ne comprends pas. On peut faire un partenariat gagnant-gagnant où chacun trouve son compte. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément que ce soit une confrontation? Moi, je crois que c'est le problème des... Excusez-moi. C'est le problème de la politique des Occidentaux. Ils voient tout en concurrence, en rapport de concurrence. Non, on n'a pas besoin de voir tout en rapport de concurrence. Pas du tout. Pas du tout. Les États-Unis doivent prêter une attention toute particulière à de tels acteurs. Bon, on a vu même le cas. Vu l'importance économique de la Chine, bon, certains hommes politiques américains sont allés déclarer que la Chine est l'ennemi des États-Unis ou que la Russie est l'ennemi des États-Unis.
Bon, si quelqu'un ne t'a pas attaqué, pourquoi s'il est ton ennemi? C'est un problème. La notion de pivot géopolitique désigne les États dont l'importance tient moins à leur puissance réelle et à leur motivation qu'à leur situation géographique sensible et à leur vulnérabilité potentielle, laquelle influe sur le comportement des acteurs géostratégiques. Le plus souvent, leur localisation leur confère un rôle clé pour accéder à certaines régions ou leur permet de couper un acteur de premier plan des ressources qui lui sont nécessaires. Non, pourquoi ils vont couper? Si tu es prêt à acheter aux conditions que pose le détenteur de ces matières-là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'une localité comme Djibouti, presque tous les pays puissants y ont des bases. Les États-Unis ont une base militaire là-bas. La Russie a une base militaire là-bas. La Chine a une base militaire là-bas. La France a une base militaire là-bas. L'Angleterre a une base militaire là-bas. Donc, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Hein? Il suffit de s'entendre. Hein? C'est ça que souvent les Occidentaux ne comprennent pas. Ils voient tout en rivalité. C'est un problème. Parfois, la simple existence d'un pivot géopolitique a des conséquences politiques et culturelles importantes pour un État voisin, acteur géostratégique plus actif. Identifier et protéger les pivots géopolitiques majeurs de l'après-guerre froide est essentiel pour la géostratégie globale de l'Amérique. Parce que justement, ils ont une volonté de domination. C'est pour ça qu'ils perçoivent la chose comme une question de rivalité. Soulignons aussi en préambule que si les acteurs géostratégiques de premier plan sont de manière générale des pays puissants, tous les pays puissants ne constituent pas automatiquement des acteurs géostratégiques. Ah, d'accord. Ainsi, le seul problème qui peut soulever la liste des acteurs ci-dessous concerne l'omission d'un certain nombre de pays à l'évidence important. Cela exige quelques explications. Dans la situation présente, on peut identifier sur la nouvelle carte politique de l'Eurasie au moins 5 acteurs géostratégiques ainsi que 5 pivots géopolitiques. 2 parmi ces derniers remplissent en partie une fonction d'acteur. La France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Inde sont des acteurs de premier plan, alors que la Grande-Bretagne, le Japon et l'Indonésie, pays sans doute très importants, ne relèvent pas de cette catégorie. L'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Corée, la Turquie et l'Iran constituent des pivots géopolitiques cruciaux. Ces 2 derniers, malgré leurs moindres moyens, jouent aussi dans une certaine mesure un rôle géostratégique. Nous reviendrons plus en détail sur chacun d'entre eux dans les chapitres suivants. Bon. En fait, c'est par rapport aux objectifs des États-Unis qui définit les pays qui sont géostratégiquement importants et ceux qui ne le sont pas. Mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien. Il parle de la Corée. De quelle Corée il s'agit? Est-ce qu'il parle de la Corée du Sud? Mais aujourd'hui, la Corée du Nord est devenue un acteur géostratégique important. Voilà qu'il dispose de l'arme atomique et qu'il commence à s'offrir des missiles de très haute portée. Voilà le problème. Tous deux sont mus par une vision de l'Europe unie, même s'ils divergent sur l'appréciation des liens, de cette nouvelle entité devrait maintenir avec les États-Unis. Mais tous deux s'attachent à réaliser ce projet ambitieux. Ils s'efforcent, en d'autres termes, de modifier le statu quo. Ah, mais c'est normal. Chaque pays veut devenir important. Mais cette importance n'est pas forcément par rapport à d'autres. C'est de se développer. C'est de se donner des capacités. Il parle de la France en particulier, possède une conception géostratégique de l'Europe qui lui est propre et qui diffère sur plusieurs aspects importants de celle des États-Unis. La géostratégie de la France, c'est de maintenir sous sa férule les pays dits du précaré français en faisant de la prédation. C'est de ça qu'il s'agit. Ils font de la prédation simplement. Mais la prédation ne peut pas durer tout le temps. Vous maintenez les gens dans la misère avec votre affaire de francs CFA là. Et puis vos bases militaires. Bon. Par ailleurs, la France a une certaine propension à s'engager dans des manœuvres tactiques. Elle joue volontiers la Russie contre l'Amérique ou la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, tout en s'appuyant sur l'alliance franco-allemande pour compenser sa propre faiblesse. Ça, c'était à l'époque de De Gaulle, de Mitterrand et autres. Et de Chirac. Mais quand Sarkozy est venu, il a changé tout.
il allait mettre l'état-major de la France dans les mains de l'OTAN, hein, dont l'état-major est dirigé par les Américains, voilà, par les États-Unis. Voilà le problème. La France et l'Allemagne sont assez puissantes et dynamiques pour avoir une influence régionale au-delà de leur voisinage immédiat. Ainsi, la France, outre son rôle politique central dans l'unification de l'Europe, estime constituer le noyau d'un ensemble d'États méditerranéens et nord-africains partageant des intérêts communs. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. L'Allemagne est une puissance économique, mais c'est un nain géostratégique et militaire. Les bases américaines sont encore en Allemagne. Je ne suis pas sûr que cela plaise beaucoup aux Allemands, hein. Et puis on va voir l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui va se retirer de l'Union européenne. Voilà. Donc, elle n'est jamais rentrée pleinement puisqu'elle a gardé sa monnaie, la livre sterling. Voilà. Voilà. État européen le plus important, locomotive économique régionale et chef de file en puissance de l'Union européenne, elle se sent investie à l'égard des pays de la nouvelle Europe centrale d'une responsabilité particulière qui n'est pas sans rappeler la vieille notion de Mitteleuropa placée sous l'égide allemande. De plus, la France et l'Allemagne s'estiment autorisées à négocier au nom de l'Europe avec la Russie et du fait de sa situation géographique, l'Allemagne n'exclut pas la possibilité, au moins en théorie, d'accords bilatéraux avec la Russie. Mais l'Allemagne a un passif historique qui fait que tout le monde se méfie de l'Allemagne, hein, du fait de ce qu'a été la politique nazie de l'Allemagne. Voilà le problème. À l'inverse, la Grande-Bretagne ne joue pas un rôle géostratégique majeur. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui. L'éventail de ses choix est limité. Elle n'a élaboré aucun projet ambitieux pour l'avenir de l'Europe et son déclin, bien que relatif, lui rend plus difficile que par le passé de jouer un rôle de balancier européen. Ses sentiments ambivalents quant à l'unification européenne, son attachement à une relation privilégiée avec les États-Unis l'ont exclu des grands choix concernant l'avenir de l'Europe. Londres a choisi de rester à l'écart du jeu européen. Ah, ça, c'est vrai. Mais de jouer la carte américaine, ça aussi, c'est ce qu'il faut dire. Les Anglais jouent la carte américaine, c'est tout. De toute façon, ce sont leurs cousins. Voilà. Si Roy Denman, qui représenta à un haut niveau la Grande-Bretagne auprès de la Commission européenne, rapporte dans ses mémoires comment en 1955, lors d'une conférence préparatoire au marché commun, à Messine, le délégué de la Grande-Bretagne déclara devant les architectes de l'Europe unie: vous discutez d'un traité à venir qui ne sera jamais ratifié. S'il était ratifié, il ne serait jamais appliqué. Et s'il était appliqué, il serait irrecevable pour la Grande-Bretagne. Au revoir et bonne chance. Ouais, voilà. À l'époque, on a vu Margaret Thatcher dit: I want my money back. Elle dit: elle veut son argent, l'argent qu'elle a Greta a cotisé, qui est dans la caisse de l'Union européenne. Elle veut cet argent-là. Elle a tout fait, elle a récupéré cet argent. Voilà. Donc c'est ça. Il y a le cas de la Grande-Bretagne. Mais cela ne veut pas dire que la Grande-Bretagne n'est pas un acteur important. Seulement la Grande-Bretagne est jalouse disons, de son identité, de sa culture et de sa singularité. Voilà. Bon, il écrit: la Grande-Bretagne reste sans conteste un partenaire important pour l'Amérique, mais sa politique et son attitude ne présentent aucun caractère de défi. Bon. Elle exerce encore une certaine influence globale par le touchement du Commonwealth, mais son pouvoir est réduit et n'est pas porté par une vision ambitieuse. Oui, mais elle ne cherche pas à dominer les pays du Commonwealth. Elle ne cherche pas à les dominer. Elle veut que chacun y adhère et qu'on puisse discuter librement. Je pense que l'attitude de la Grande-Bretagne est une attitude honorable, plutôt honorable. Voilà. À bon endroit, les liens d'amitié doivent être entretenus avec ce soutien crucial de l'Amérique, allié loyal, base militaire, vitale et proche collaborateur pour des questions de renseignement. Mais rien dans sa politique ne réclame une attention soutenue, acteur géostratégique à la retraite. La Grande-Bretagne se repose sur ses lauriers illustres à distance respectable de la grande aventure européenne menée par la France et l'Allemagne. Oui, mais les Anglais ont dominé le monde. À l'époque, on a vu la reine Victoria dire que le soleil ne se couche jamais sur mon empire. Bon, mais les Anglais ont compris que chercher à dominer de force n'est pas tellement une bonne façon de procéder. Mais l'Angleterre a tout ce qu'il faut pour se défendre. Voilà. Elle a l'arme atomique, elle a
Elle a une monnaie forte, la livre sterling. Elle a une économie qui marche bien. Et puis la City, c'est un monde, c'est un lieu de la finance internationale très important. Donc, bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas important. Je trouve que Brzezinski, à ce niveau-là, le commentaire qu'il fait sur la Grande-Bretagne n'est pas, à mon avis, très juste. Hein. Ce n'est pas très juste. La Russie, est-il besoin de le préciser, reste un joueur de premier plan. Et ce, malgré l'affaiblissement de l'État et le malaise prolongé du pays. Sa seule existence exerce une influence majeure sur les nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique. La Russie a de hautes ambitions géopolitiques qu'elle exprime de plus en plus ouvertement. Dès qu'elle aura recouvré ses forces, l'ensemble de ses voisins à l'Est et à l'Ouest devront compter avec son influence. Donc voilà, c'est ce retour de l'influence russe que l'arrivée au pouvoir de Vladimirovitch Poutine a fait émerger. Voilà les faits. C'est ça les faits. Et cela a freiné, n'est-ce pas, un peu l'avancée de la domination géopolitique en Eurasie que les États-Unis veulent avoir. Voilà. Nul ne contestera le rôle majeur de la Chine. C'est déjà une puissance régionale importante et elle a des ambitions plus élevées compte tenu de son passé de puissance internationale et de la notion toujours pertinente pour les Chinois d'empire du milieu. Ces choix modifient déjà la distribution géopolitique. Mais bon, quand la Chine parle de l'empire du milieu, c'est au plan spirituel. C'est au plan spirituel. Parce que pendant longtemps, quand même, on a vu la Chine qui a mené aussi une sorte de politique assez centrée sur elle-même. Voilà. Politique assez centrée sur elle-même. Voilà. Mais depuis lors, depuis le président Deng Xiaoping, qui a dit que qu'importe qu'un chat soit gris ou bien noir ou chose, mais l'essentiel est qu'ils attrapent des souris. On a vu ce que la Chine est devenue. À un moment, la Chine était la grande usine du monde. Voilà. Et il est évident que sa population nombreuse, 1,3 milliard de consommateurs, mais ça, c'est forcément une puissance. C'est forcément une puissance parce que le nombre de la population d'un pays fait aussi sa puissance. Voilà. Donc, les modalités de la puissance géostratégique et géopolitique, c'est multiple, c'est divers. Il faut comprendre cela, c'est divers. Voilà, c'est ça. À terme, le sort d'une grande Chine posera vite la question de Taïwan, ce qui risque d'avoir des répercussions significatives pour la position de l'Amérique en Extrême-Orient. Je reprends, vous avez entendu, non? À terme, l'essor d'une grande Chine posera vite la question de Taïwan, ce qui risque d'avoir des répercussions significatives pour la position de l'Amérique en Extrême-Orient. Parce que ce sont les Américains qui ont empêché les communistes de débarquer sur l'île et d'empêcher Chiang Kai-shek d'y former un gouvernement. Ce sont les Américains qui ont fait ça. Et ça, les Chinois n'ont pas oublié. Donc, ils ont retardé la réunification de la Chine. Ils ont retardé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà le problème de Taïwan qui se pose. On a vu dernièrement le président Joseph Robinette Biden dire que si la Chine attaque Taïwan, eux, ils vont intervenir. Les États-Unis vont intervenir. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Sur le flanc ouest de la Chine, le démantèlement de l'Union soviétique a eu pour conséquence la création de toute une série d'États à l'égard desquels Pékin n'a pas encore défini de politique cohérente. Ouais, mais si, on va voir quelle est la politique définie actuellement par le gouvernement chinois. C'est la nouvelle route de la soie. Il y a eu une ancienne route de la soie, à partir de laquelle la Chine faisait du commerce avec plusieurs pays, mais c'est la nouvelle route de la soie. Faire du commerce avec tous les pays, en facilitant les échanges, notamment en créant un réseau ferroviaire, créer un réseau ferroviaire. Et ça, c'est important parce que le chemin de fer permet de transporter beaucoup de marchandises et en un temps record. Voilà, c'est ce que la Chine fait aujourd'hui, la nouvelle route de la soie, ce qu'elle appelle la nouvelle route de la soie. Et pour elle, le principe gagnant-gagnant est important. Ce que les Occidentaux ne veulent pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Le Japon est sans conteste une puissance internationale de premier ordre et on est en droit de considérer que l'alliance américano-japonaise est la relation bilatérale la plus importante pour les États-Unis. Étant l'une des plus grandes puissances économiques mondiales, le Japon possède les moyens de peser sur la politique internationale. Oui, elle pèse au plan économique, mais le Japon est hésitant vu sa politique impérialiste qu'elle a menée.
et qui a pris fin avec les 2 bombes atomiques que les États-Unis ont balancées à Hiroshima et à Nagasaki. Voilà. Donc, les Japonais hésitent à se lancer dans une militarisation à nouveau. Mais parce que leur projet de la Grande Asie qu'ils voulaient réaliser a été beaucoup criminel. Ils ont commis beaucoup de massacres en Asie avec cette politique de la Grande Asie que les Japonais voulaient faire sous leur férule. C'est ça les faits. La politique effacée du Japon confère aux États-Unis un rôle central dans la sécurité Extrême-Orient. Mais c'est parce que les Américains, ils ont encore leur base à Okinawa. Ils ont une base militaire à Okinawa. C'est comme s'ils surveillent le Japon pour ne pas que le Japon devienne à nouveau une grande puissance militaire. Est-ce qu'à cause de la Chine, présentement, ils vont laisser faire le Japon pour que le Japon puisse mener à nouveau une politique de militarisation? Bon, ça, c'est fort possible. Voilà, c'est fort possible. Parce que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas seuls faire face à la Chine. Seuls, ils ne peuvent pas. Seuls, ils ne peuvent pas. Seuls, ils ne peuvent pas. Voilà. L'Inde, en revanche, a acquis un statut de puissance régionale et se conduit virtuellement comme un joueur mondial de premier ordre. Elle se définit elle-même comme un rival de la Chine, surestimant peut-être ses capacités à long terme. Il est néanmoins indiscutable que l'État le plus puissant en Asie du Sud constitue le seul rôle de pouvoir régional. C'est vrai, l'Inde a un problème de frontière avec la Chine et se dispute certains territoires. Mais n'empêche que l'Inde et la Chine font partie de ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire ces pays-là qui se sont mis ensemble face au pouvoir des États-Unis. BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et puis l'Afrique du Sud. Voilà. Voilà. Donc ils arrivent à se mettre ensemble, ça ne pose pas de problème. Voilà. Il est doté de façon semi-officielle de l'arme nucléaire, non seulement afin d'intimider le Pakistan, mais aussi pour rétablir l'équilibre face à l'arsenal atomique chinois. Oui, le Pakistan a l'arme atomique, l'Inde aussi a l'arme atomique. Voilà, ça c'est ça. L'Inde a élaboré une vision géostratégique de son rôle régional qui s'étend à tout l'océan Indien. Pour lors, toutefois, ses ambitions ne contrarient guère les intérêts américains en Eurasie. Pourquoi pas? Si les Américains veulent dominer l'Eurasie, mais ces pays qui sont très nationalistes ne vont pas se laisser faire. En Inde, quel est le pouvoir quel est le parti qui est au pouvoir? Je crois que c'est le BJP. C'est un parti qui est c'est un parti hindouiste. Dans la base, c'est la région hindouiste. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore? Voilà, il vient à l'Ukraine maintenant, chers frères et sœurs. L'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. De ce seul fait, une nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Ça, c'est ce qu'il croit. Et quand, bien même, elle s'efforcerait de recouvrer un tel statut, le centre de gravité en serait alors déplacé et cet empire, pour l'essentiel asiatique, serait voué à la faiblesse, entraîné dans des conflits permanents avec ses vassaux agités d'Asie centrale. Ceux-ci n'accepteraient pas sans combattre la perte de leur indépendance récemment acquise et s'assureraient le soutien de leurs alliés islamiques du Sud, tandis que la Chine, qui manifeste un intérêt croissant pour les nouveaux États d'Asie centrale, s'opposerait sans doute à la restauration de la même mise russe. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. On a vu des pays qui étaient derrière le financement du djihadisme en Tchétchénie. Et la Russie est parvenue à briser cela et à nouer une alliance forte avec la famille Kadyrov. Voilà, c'est cela. C'est cela. Aujourd'hui, les Tchétchènes combattent en Ukraine aux côtés des forces russes. De toute façon, la Tchétchénie fait partie de l'État fédéral russe. Voilà, donc voilà les faits. Bon, maintenant, l'Ukraine. Il est en train de dire ici que l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine est comme une sorte de talon d'Achille de la Russie. Et c'est sur ça que les Occidentaux veulent jouer. Mais actuellement, on voit ce qui se passe. Et Dieu seul sait comment est-ce que cela va s'achever. J'ai vu dernièrement une déclaration d'un général anglais qui dit que la Russie a perdu la guerre
hein, au plan stratégique. Mais comment un pays qui est en train de conquérir des espaces en Ukraine vous dit qu'il a perdu la guerre? Est-ce que cette guerre-là, c'est qui perd gagne? Ça ne rien comprendre. Ou bien c'est celui qui perd qui gagne la guerre. Bon, voilà. Ils sont obligés sans cesse de trouver les moyens de livrer des armes aux Ukrainiens. Mais si tu faut attendre que tes armes te soient livrées pour combattre alors que les combats font rage, je ne sais pas comment est-ce que tu peux gagner. Voilà, comment est-ce que l'Ukraine peut gagner? Ce n'est pas possible. Pour Moscou, en revanche, il établit le contrôle sur l'Ukraine, un pays de 52 millions d'habitants, doté de ressources nombreuses et d'un accès à la mer Noire, c'est s'assurer les moyens de redevenir un État impérial puissant, s'étendant sur l'Europe et l'Asie. Mais en fait, les États-Unis veulent utiliser l'Ukraine comme un cheval de Troie. Et c'est ce que les Russes ont compris. Rapidement, en annexant, bon, mais c'était par référendum. Quand la Crimée est rentrée dans la Russie, on voit que la Russie maintenant a le contrôle de la mer Noire. La Russie a le contrôle de la mer Noire. Ce qui reste, c'est d'occuper le port d'Odessa. Ils ont occupé le port de Mariupol. C'est d'occuper maintenant le port d'Odessa et puis c'est fini. L'Ukraine va devenir un pays intérieur, il n'aura plus d'accès à la mer. Voilà le problème. Alors il écrit ici que la Pologne redeviendra alors le pivot géopolitique sur la bordure orientale de l'Europe unie. Bon, on voit souvent que les Polonais, vu leur histoire controversée avec l'Union soviétique, ils ont une certaine animosité vis-à-vis de la Russie. Mais la Russie n'est pas l'Union soviétique. Voilà, la Russie n'est pas l'Union soviétique. L'Azerbaïdjan, en dépit de ses faibles dimensions et de sa politique limitée, de sa population limitée, recouvre une zone névralgique car elle contrôle l'accès aux richesses du bassin de la Caspienne et de l'Asie centrale. La remise en cause de son indépendance aurait deux conséquences. D'une part, Moscou détournerait à son avantage les énormes richesses pétrolières du pays. D'autre part, les États d'Asie centrale même, s'ils préservaient leur indépendance formelle, perdraient toute capacité d'initiative. Un Azerbaïdjan indépendant relié aux marchés occidentaux par les pipelines qui évitent les territoires sous influence russe permet la jonction entre les économies développées fortes consommatrices d'énergie et les gisements convoités des républiques d'Asie centrale. Là aussi, Brzezinski se trompe. Il y a une politique de rapport gagnant-gagnant entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Donc ça ne pose pas de problème. Avec l'Azerbaïdjan, leurs relations ne sont pas conflictuelles. Leurs relations ne sont pas conflictuelles. À la faveur de l'affaiblissement russe, la Turquie et l'Iran tentent de faire valoir leur influence en Asie centrale et autour de la mer Caspienne. Bon, ça s'est passé parce que les Russes sont de retour et ils ont de grandes capacités, non seulement économiques, grâce aux énergies qu'ils possèdent, le gaz et le pétrole, et puis grâce aussi à leur armement, les missiles de portée très précise. La Turquie, facteur de stabilité dans la région de la mer Noire, verrouille l'accès à la Méditerranée, sert de contrepoids à la Russie dans le Caucase, d'antidote au fondamentalisme islamique et de point d'ancrage au sud pour l'OTAN. Mais là aussi, actuellement, le président Erdogan de Turquie, il a des relations cordiales avec la Russie. Parce que quand il y a eu une tentative de coup d'État contre son régime, il a vu que les Occidentaux étaient derrière cette tentative de coup d'État. Et que les Occidentaux soutenaient les putschistes. Voilà. Et qu'au contraire, il a vu que la Russie l'a soutenu dans cette situation difficile-là. Voilà le problème. La Corée du Sud, enfin, est un pivot géopolitique en Extrême-Orient. Du fait de ses liens étroits avec les États-Unis, elle sert de bouclier contre le Japon, dissuadant ce dernier de constituer une puissance militaire autonome et permettant de limiter la présence militaire américaine sur l'archipel. Maintenant, c'est parce que les Américains, militairement, ils sont au Japon. Je pense que c'est ça qui fait problème. Par certains aspects, Taïwan, la Thaïlande, le Pakistan et peut-être même le Kazakhstan et l'Ouzbékistan mériteraient d'entrer dans la catégorie des pivots géopolitiques. Pour l'heure, cependant, aucun argument catégorique ne justifie de les y inclure. À l'évidence, un changement de statut pour chacun de ces États constituerait un événement d'importance et changerait la distribution de la puissance. Mais il n'est pas certain que cela entraînerait des réactions en chaîne. Seule la question de Taïwan, si on considère l'île comme une entité indépendante de la Chine, pourrait faire exception. Encore faudrait-il que la Chine continentale
lance un défi aux États-Unis et à leur crédibilité politique en Extrême-Orient, entreprennent de conquérir l'île par la force. Vous voyez, non? Alors aujourd'hui, le problème de Taïwan se pose. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La probabilité d'un tel enchaînement de circonstances paraît assez faible, mais on doit garder cette éventualité à l'esprit pour fixer le cadre de la politique américaine à l'égard de la Chine. Or là, le problème de Taïwan se pose. Les Chinois disent que si Taïwan ose déclarer son indépendance, ils vont attaquer. Le président Biden des États-Unis dit que si la Chine attaque la Taïwan, eux, ils vont intervenir militairement. Mais on verra bien. On verra bien. Donc, vous voyez que Brzezinski, quand même, a posé les problèmes. Il a eu comme une sorte de prospective, il a posé les problèmes de géopolitique de ces différentes régions-là. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Excusez-moi de m'être mouché comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt.